J'ai face à moi une photo qui est très claire, dans un champ, Maud. avec ce qui a l'air d'être au fond des chameaux. Il y a du sable et un ciel très bleu, et tout devant, un homme se tient debout. Il a une sorte de grand vêtement très long, un peu comme une cape, avec des lunettes dorées hyper bling bling et un petit chapeau. Je sais que c'est Kadhafi. Elle est hyper humble. Il est dans une configuration dans laquelle on n'a pas forcément l'habitude de le voir par rapport à d'habitude. Ou là, sûrement qu'il y a une symbolique, mais qui est complètement différente à d'habitude parce qu'il est dans un contexte hyper modeste, très épuré et ouais, et très intime quoi. Et c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Et même le fait que la photo ils soit en premier plan et qu'ils prennent tout l'espace, en fait, il paraît tout petit dans la configuration de comment elle est. Ça a l'air d'être ou dans la nature, mais donc un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus spirituel par rapport à des contextes plus géopolitiques et diplomatiques. Et donc c'est vrai que même là, le fait qu'il soit un peu à contre-jour, on le voit pas très bien. Enfin, je veux dire, la photo ne le met pas forcément en avant par rapport à d'autres configurations imagées qu'on peut avoir l'habitude de voir pour ce type de figure. Sans un visage, un podcast Webistan et les ateliers Reza. Épisode 6. La Libye sous Mouammar Kadhafi, le berger. Depuis 1979 que je suis devenu professionnel, évidemment, tout ce qui était autour de Moyen-Orient, les pays de Méditerranée, l'Asie. Reza. J'avais envie de connaître les acteurs de ce monde, les acteurs politiques, les acteurs culturels, les acteurs de pensée. Et parmi eux, certes, il y avait un homme qui restait dans la liste toujours, c'était Kadhafi. On n'a jamais su comment écrire son nom, avec un Q, avec un K, avec un 2D, avec un 2F. La première fois, j'ai eu l'occasion de le photographier, c'était en 83. À ce moment-là, je me suis rapproché un peu de l'homme, de son entourage. La photo a fait 2 pages dans Paris Match. Lui, c'était une des rares photos parce que c'est un personnage qui était aussi au début assez difficile de rapprocher et photographier. Bref, ça m'est arrivé ensuite à plusieurs reprises de le rencontrer, de le photographier. Après des mois et des mois, presque 1 ou 2 ans de négociations, on a eu finalement l'autorisation de faire le premier sujet sur Libye pour le magazine National Geographic. C'était un grand événement, ils n'avaient jamais autorisé, surtout, ça doit être l'an 2000, Libye était sous sanctions américaines, il n'y avait pas de vols à destination de Tripoli, le pays était complètement sanctionné, encerclé presque. C'est à ce moment où je me suis trouvé plusieurs mois en Libye, de voyager partout. Évidemment, dans le sujet qu'on avait mis, c'était mon rencontre et photographier Kadhafi dans un moment plus intime que officiel. Finalement, un jour, quand j'étais dans la ville de Tripoli, et c'était le soir où j'avais eu une journée assez, je ne dirais pas difficile, parce que photographier. À peine j'étais arrivé dans la chambre pour me préparer pour prendre la douche, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, c'est son directeur de cabinet, Bachar Saleh, et qui m'appelle et il dit « Vous êtes où ?» Et je dis « Monsieur Bachir, vous m'appelez dans ma chambre d'hôtel à Tripoli. » Et il me dit « Bon, le guide vous attend à minuit. » Sauf que je dis « Mais où ?» Ils m'attendent où ? Il dit « Sirte, à 600 km de Tripoli. » J'ai descendu
Heureusement, la voiture était là, le chauffeur n'était pas parti encore. Et je me suis mis tout dans la voiture et je dis comment est l'essence. Et il a dit, je viens de remplir. Et j'ai dit, bon, fonce à Sirte. Et le chauffeur a mis le pied sur le gaz, je ne sais pas combien de kilomètres par heure. J'arrive avant minuit là-bas, parce que je ne voulais pas rater une minute pour leur laisser la porte ouverte en disant, bah écoutez, le guide vous attendez à minuit, vous êtes arrivé à minuit 5 et c'est fini. Je ne sais pas comment on a fait, fatigué, rien manger, ni boire, toute la journée. Et j'étais certes à minuit moins 10. Et je vois qu'il y a un type qui m'attend. Je dis voilà, M. Bachir Saleh m'a demandé de... Oui, je suis au courant. Voilà votre clé de chambre. Vous allez dans la chambre, on vous appelle. Je vais dans la chambre, évidemment, tout habillé, je reste jusqu'à 3 heures du matin. Je me réveille pour le petit déjeuner. Je n'ose pas descendre de la chambre parce que, comme c'est le téléphone qui est dans la chambre, j'appelle M. Bachir Saleh. Il avait un numéro portable. Pas de réponse. Et je reste dans la chambre. Je dis je ne vais pas bouger. Le deuxième jour, j'appelle de nouveau M. Bachir Saleh. Pas de nouvelles. Et quelques heures après la réception de l'hôtel, ils m'appellent et disent que on a un message de M. Bachar Saleh, ne vous inquiétez pas, on vous préviendra, restez ici. Bref, passe la semaine et une semaine dans la chambre d'hôtel, en attendant Kadhafi. Le 7e jour, vers 11 h du matin, j'en peux plus. C'était en plus, c'est un vendredi, c'est les jours fériés. Je me suis dit, ça va pas arriver, c'est les jours fériés. Je vais faire un petit jogging, je vais faire des petits mouvements. Je me prépare et d'un seul coup, je vois 2 grandes voitures noires. Les gens, ils commencent, ils descendent, ils courent vers la réception. Je retourne vers la réception et c'est là où je vois que les gens de réception, ils me montrent en disant, voilà, M. Reza, elle est là. Donc, de nouveau, je cours dans ma chambre, je change, je mets mes vêtements, je prends mon sac d'appareil et je suis dans une des voitures. Il se met en marche à 100 à l'heure, comme toujours, hein, ils sont toujours comme ça. Ouais, on passe, on traverse la ville, on rentre dans le désert. Je vois de loin comme des remparts. On voit que c'est des dunes artificielles pour couvrir un endroit. Et on arrive, il y a un portail métallique, des soldats. Je vois une très grande tente et Bachir Saleh qui est là. Il m'accueille, Bachir Saleh, M. Reza... bienvenue, comme si rien n'était, comme si ça fait pas une semaine que je suis dans la chambre, fermé. Asseyez-vous, du thé, de bons gâteaux, et je vois là, dans l'ouverture, il y a des chameaux. J'ai toujours mes appareils et les films tout dans ce là prêts. Ça veut dire qu'il n'y a pas des films où j'avais déjà fait quelques photos, je change toujours, je mets des films neufs dans tous mes appareils. Et quand je vois la lumière, on est presque à midi, la lumière zénithale terrible, dans ce lumière, les diapositives sont impardonnables. Ça veut dire que si vous faites un quart de diaph, vous ne pouvez pas récupérer rien du tout. Par contre, les négatifs couleur ou noir et blanc, ils ont une zone de tolérance pour la grande lumière et l'ombre qui est beaucoup plus maniable. Donc, la dernière minute, je prends mon 3e boîtier, que j'ai toujours en réserve. Je reprends le diapositive et je mets un négatif couleur dedans. Au cas où, je ne sais pas. M. Bachir Saleh qui est fait aller-retour,
Et d'un seul coup, quelqu'un qui vient me dire « Monsieur Reza, venez avec moi ». On marche, on va tourner derrière la tente, et c'est là où je vois un peu loin une toute petite tente. J'entends à ce moment la voix de Kadhafi, et moi je me rapproche, vous imaginez Et dès que je tourne, l'homme assis sur un petit matelas, de deux côtés, de deux matelas, il se lève, il vient me serrer la main, bienvenue. Comment était votre semaine en Sirte? J'ai dit, j'ai adoré la chambre d'hôtel. Donc, il est au courant de tout. J'ai dit, moi j'ai adoré la chambre d'hôtel, c'était super bien. Et ils vous ont bien occupé, bien mangé, oui, tout va bien. À peine assis, il me dit, qu'est-ce que vous aimez boire? Je dis, je viens de boire du thé. Il me dit, vous aimez le lait de chameau? Je dis, monsieur, j'adore ça. J'adore. Si je peux en avoir, c'est vraiment le meilleur chose. Ah, vous aimez ça? Moi aussi, là. Évidemment, je le savais. Il y a quelqu'un qui vient, il nous emmène 2 grands verres de lait de chameau. Pour vous dire un peu ce que c'est le lait de chameau, si vous n'avez pas l'habitude, c'est un peu comme une grande beurre que vous avez mis sous le soleil pendant 48 heures et qui a fermenté. Donc il me dit, asseyez-vous, et moi je prends, je bois, c'est merveilleux, et je bois, et il le boit. Vous aimez? Oui, j'adore ça. Et on continue à discuter, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon... Il faut tenir. Et finalement, dans la conversation, il demande pas mal de questions sur les pays dans lesquels j'étais. Je sens qu'il a une vraie connaissance sur Afghanistan, sur plein de sujets que il demande beaucoup sur Massoud, comment il est, le personnage et tout ça. Et finalement, dans la discussion, je parle de National Geographic aussi. Il me demande c'est quoi exactement le magazine pour lequel vous travaillez, c'est quoi. Et j'explique avec la Grande Or que c'est le magazine au monde le meilleur, c'est 10 millions de copies et tout ça. Je lui donne la première, le magazine National Geographic. Mon sujet apparu, c'est le fleuve Amour. Il regarde, il feuillette, et sur la couverture, il y a, comme beaucoup de couvertures de National Geographic, il y a un gorille, il y a un animal. Il me regarde, c'est à la place de ça que vous allez mettre ma photo, et après il rit. C'est un peu d'humour, je dis non, mais ça dépend du sujet, Monsieur le Président, moi je ne sais pas, c'est la décision de l'éditeur, qu'est-ce qu'ils vont mettre. Moi j'essaye de faire le maximum de photographier Libye et tout ce qui se passe, et vous aussi. Oui, on m'a dit que vous allez me photographier. On le verra après. Donc, ça veut dire que ne faites pas de photos maintenant. Je vous dirai après. Évidemment, je mords d'envie de faire la photo. Et la conversation continue. Il me dit, ah, vous avez fini votre boisson. Et sans me demander, il demande une deuxième. On passe au deuxième grand verre lait de chameau. Le temps passe, on a presque passé 45 minutes à discuter. Un moment, d'un seul coup, il se lève. Il sort de tente. Moi aussi je suis debout, mais la tente est derrière moi. Et il me dit, faites la photo. Et en plein le soleil, il y a une lumière zénithale sur lui complètement. Le visage dans l'ombre, diapositive, ça deviendrait tout noir. Heureusement que j'avais mon appareil avec les négatifs. Et là, il fallait vraiment que j'arrive à bien régler. Et la seule chose, c'était de trouver quelque chose autour de lui, puisque je ne pouvais pas tourner à voir la tente, puisque la tente était déjà derrière moi, il était devant.
Je ne pouvais pas me déplacer non plus. Et à ce moment, je vois arriver, dès qu'il était sorti dehors, Bachir Saleh et deux ou trois autres qui sont là, ils se collent à moi. Donc je tourne et je vois les chameaux un peu de loin. Je dis, au moins, ça peut être une bonne cadre. Je photographie. Et lui, à un moment, juste le moment où je suis en train de prendre, je ne sais pas ce qui se passe. Il se met un peu comme la main pour tenir son abat, mais aussi une façon, au moins ça faisait un petit différent, quelque chose que juste debout. Il dit ok, enough, au revoir. Et c'est juste, j'ai simplement, à un moment, le temps de passer mon appareil en disant écoutez, est-ce que je peux avoir une photo avec vous? Et je passe mon appareil à une des mecs qui étaient là. Et j'ai une photo de moi avec lui devant la tente. Et comment finalement cette photo était faite, si j'avais pas mis cette négative couleur, il n'y avait pas de photo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que avec les diapositives, c'était impossible dans cette lumière de pouvoir faire la photographie. Évidemment, la photo, ça fait double page dans le National Geographic. Ensuite, était repris par plusieurs journaux et magazines dans le monde. À cette époque, toute la région, en fait, le monde arabe est en pleine effervescence. Virginie Colombier, professeure à l'université Luis Guido Carli de Rome et spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Il y a un recul du colonialisme, en même temps les influences étrangères restent fortes, mais en parallèle, et c'est ce qui est plus important, on a des nouvelles idéologies comme le panarabisme et le nationalisme arabe qui gagnent du terrain et qui sont notamment portées par une figure emblématique comme Nasser en Égypte. Quand on zoome en quelque sorte sur la Libye en 1969, un autre point très important à ne pas oublier, c'est que c'est un État très jeune. La Libye a obtenu son indépendance seulement en 1951, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Et en 1969, elle est dirigée par un roi, Idriss Ier, qui est à la tête d'une monarchie donc, qui est à la fois très récente, mais aussi très fragile et qui est perçue comme très dépendante des intérêts britanniques et américains. Et il y a un tournant, évidemment, qui bouleverse absolument toutes les structures économiques et sociales, c'est la découverte du pétrole en 1959. Et en l'espace de quelques années, la Libye passe d'un pays très pauvre, parmi les plus pauvres du monde, et majoritairement agricole, à un État qui se retrouve avec des ressources financières considérables et qui provoque également cet afflux de ressources économiques, des changements sociaux extrêmement profonds, mais surtout extrêmement rapides. Les revenus importants qui sont tirés du pétrole sont cependant assez mal distribués. On a des inégalités qui persistent et qui clivent la population entre ceux qui ont accès aux ressources, ceux qui ont accès au réseau du pouvoir et le reste de la population qui est en majorité jeune, qui petit à petit devient plus instruite, qui est plus urbanisée et plus politisée, mais qui est très insatisfaite en fait de la manière dont cette nouvelle richesse bénéficie ou ne bénéficie pas à une partie de la population. Et c'est en fait dans ce climat de frustration que va émerger le groupe d'officiers libres qui est guidé en partie par Muammar Kadhafi. Et c'est un groupe d'officiers qui est en fait très inspiré par l'exemple de Nasser en Égypte une quinzaine d'années plus tôt. Et parmi eux, donc, va se distinguer un jeune capitaine qui a 27 ans à l'époque, qui est Muammar Kadhafi. Né dans une famille bédouine, plutôt pauvre, de la tribu des Kadhafa, qui est une tribu historiquement importante, mais il grandit dans un environnement qui est très rural, très traditionnel et marqué par la pauvreté. Et en fait, il développe très rapidement une conscience politique influencée donc, par les idéaux d'unité arabe et par le modèle de Nasser qui se développe dans le pays voisin. Il ne faut pas du tout sous-estimer l'importance de ce qui se passe en Égypte à l'époque, qui est vraiment une capitale culturelle, politique, à l'échelle de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord tout entière. Dans la mythologie libyenne, et jusqu'à aujourd'hui, on parle de révolution de 1969.
avec vraiment l'idée d'un bouleversement total du système politique. De ce fait-là, oui, c'est une révolution. On a un changement majeur de toutes les structures de pouvoir, mais coup d'État, pas vraiment dans le sens où c'est une prise de pouvoir qui se fait absolument sans effusion. Plus exactement, on a un coup d'État militaire qui renverse la monarchie et qui instaure un nouveau système. Il y a proclamation d'un nouveau régime qui est présenté comme République arabe libyenne. C'est important le arabe parce que la Libye, c'est pas seulement une population arabe. On a une diversité ethnique et linguistique qui est très souvent ignorée. On a des populations amazighes, donc berbères, touaregs, qui sont plus ou moins rattachés au même groupe ethnique, des groupes ethniques aussi toubou, donc noirs, et plus liés à une partie de l'Afrique sahélienne, une diversité linguistique de la même manière entre les langues amazighes, tamashek, tabou. Donc cette identification de la République comme République arabe libyenne est quelque chose qui, dès le début, porte en soi les germes de potentiels problèmes. Donc en 69, au moment de la prise du pouvoir de ces officiers de l'armée libyenne, Muammar Kadhafi ne prend pas immédiatement le titre de président, d'ailleurs il ne l'a jamais pris, et il préfère se présenter comme le guide de la révolution. Donc vraiment l'idée d'un personnage qui est là simplement pour guider, orienter un mouvement de nature populaire qui veut un changement de système, et c'est aussi pour lui une manière de marquer une rupture avec les institutions classiques du pouvoir. Et c'est quelque chose qui est très central dans la philosophie ou la vision de Kadhafi, qui va mettre en place un système de pouvoir très éloigné des systèmes occidentaux. Et on ne peut pas expliquer cette présence au pouvoir pour une période aussi longue seulement par la répression ou par la peur. Oui, le système de pouvoir mis en place par Kadhafi est un système dans lequel la répression joue un rôle important, mais en fait, c'est un système autoritaire qui est beaucoup plus sophistiqué que ça, qui prend en compte de manière assez intelligente les spécificités de la société libyenne, mais aussi du territoire libyen. Il faut avoir en tête que la Libye, c'est à peu près 3 fois la superficie de la France, donc c'est un État très vaste, très peu peuplé. Donc quand il met en place dans les années 70 sa Jamahiriya, qui est en fait en arabe une sorte de jeu de mots entre la République et l'idée du peuple, il le présente en fait comme une sorte de modèle de démocratie directe, où c'est le peuple qui gouverne directement à travers des comités populaires. En réalité, derrière cette façade, c'est un régime qui est très centralisé, très contrôlé, et qui, je dirais, est plutôt structuré autour de cercles de confiance. Il y a un appareil sécuritaire omniprésent, un cercle de fidèles proches du leader, donc de Kadhafi, souvent d'ailleurs des gens proches de sa famille, ou un certain nombre d'alliances tribales, mais aussi un réseau de leaders locaux à travers le pays qui sont entièrement dépendants du pouvoir central. Et au cœur de ce système, on a les fameux comités révolutionnaires qui sont à la fois des instruments de propagande, donc qui relaient en fait la vision idéologique du régime, mais qui sont également des instruments très importants de répression et qui surveillent la société, éliminent toute dissidence. Et sur le plan, disons, militaire, Kadhafi ne s'est jamais vraiment fié à l'armée, ce qui est une chose paradoxale puisqu'il en est une émanation. Mais en fait, tout le système sécuritaire est placé non sous, disons, le contrôle d'une armée ou d'une police qui joue un rôle central, mais sous la surveillance de sortes de bataillons, de sortes de milices locales qui sont très étroitement reliées au centre, et donc à lui-même et à certaines figures proches de lui, et en particulier certains de ses fils, et qui sont responsables en fait de la surveillance de la société et qui sont là pour éviter qu'aucune structure de pouvoir puisse émerger et apparaître comme un contre-pouvoir qui puisse le renverser de l'intérieur.
Donc ça, c'est un élément important de l'aspect, disons, sécuritaire, surveillance, qui tient en grande partie parce qu'il repose, comme je disais, sur des ressources, et sur des ressources qui peuvent être distribuées. Et dans ce sens-là, donc, le pétrole est absolument un élément central. En nationalisant les ressources pétrolières dès les années 70, Kadhafi bénéficie d'une rente en fait massive qu'il redistribue de manière stratégique. Et c'est ce qui lui permet de récompenser donc, ses soutiens au niveau local, de financer un certain nombre de services sociaux, de renforcer l'appareil sécuritaire et aussi, et c'est un élément important, de nourrir son influence à l'échelle internationale. Car il ne faut pas oublier qu'au-delà du pouvoir local, donc comment Kadhafi contrôle la société libyenne et contrôle le pays, il se construit aussi très rapidement et il joue beaucoup sur son image de leader tiers-mondiste. Et par exemple, Kadhafi devient rapidement une figure, une sorte d'égérie en fait, des mouvements révolutionnaires et des mouvements anti-occidentaux, anticolonialistes qu'il soutient et qu'il soutient en particulier parce qu'il a accès à ces ressources pétrolières et à cette manne financière qui lui vient du pétrole. Après avoir échoué justement à jouer ce rôle-là au niveau du monde arabe, il se tourne plutôt vers l'Afrique où il multiplie les projets de collaboration, les investissements massifs, en particulier via les fonds souverains de la Libye. Il se pose même, il se rêve un peu en roi des Africains. Et donc, il cherche à se construire une sphère d'influence durable. Ça fonctionne d'une certaine manière à l'échelle du continent africain, mais ça lui vaut également cette posture, qui est également une posture radicale, en particulier en soutien au mouvement donc, anticolonialiste, révolutionnaire, à la cause palestinienne. Ça lui vaut un isolement diplomatique croissant, très rapide, et en particulier après que des attentats sont attribués à la Libye, comme l'attentat de Lockerbie en 1988. Et donc, ce positionnement international et ce soutien au terrorisme entraîne une série de sanctions internationales dès les années 80 qui fragilisent beaucoup l'économie et placent le pays et la société dans une situation d'isolement vis-à-vis du reste du monde. Et c'est ce qui est à l'origine, en fait, dans les années 2000, d'une tentative du régime de s'ouvrir, de promouvoir des réformes économiques, mais aussi de se racheter des accusations de soutien au terrorisme international, de revoir et de renoncer au programme d'armes de destruction massive. Donc, il y a une répression forte, en particulier de la mouvance liée à l'islam politique, qui est un peu l'opposition principale qui se développe face à Kadhafi et qui est réprimée très durement, à la fois par des campagnes d'arrestation et d'élimination très importantes, et par un mouvement d'exil, en fait, d'une partie de cette opposition qui va se réfugier pendant cette période-là, dans les années 80-90, à l'étranger. Ce qui explique qu'en 2011, il y a toute une génération en fait, d'opposants à Kadhafi et d'opposants au régime qui vont revenir pour essayer de participer justement à ce renouveau de la vie politique. Vivre en Libye dans les années 80-90, il y a une autre dimension de la politique de Kadhafi, donc l'isolement, la répression et l'absence de liberté politique, et le côté complètement incohérent et chaotique des politiques économiques, avec une politique de nationalisation, de limitation très très sévère de la propriété privée, de redistribution à l'échelle de la société justement des logements par exemple, et de l'interdiction des commerces privés, etc. Donc cette répression de la propriété privée et de l'initiative économique privée sont également une des caractéristiques majeures en fait qui bouleversent là aussi très fondamentalement les équilibres socio-économiques. Et c'est aussi pour cette raison que déjà au début des années 2000, parce que le système montre des signes d'essoufflement,
et parce que, comme je disais, comme à l'échelle de la région, il y a une sorte de prise de conscience qu'il faut commencer à penser à l'après Muammar Kadhafi, à la transition, autour d'un des fils de Kadhafi, en particulier de Muammar, Saif al-Islam, qui lance officiellement en 2002 un grand projet de réforme qui s'appelle Libye al-Had, la Libye de demain, et qui prône une politique donc d'ouverture du pays, de réconciliation avec l'Occident, mais aussi avec certains opposants. Donc ces opposants qui ont, pour une grande partie, fui à l'extérieur du pays. Une partie d'ailleurs de ces opposants étant la composante islamiste, et Saif al-Islam s'engage aussi de manière très importante dans une entreprise de réconciliation avec une partie de cette mouvance islamiste, et également propose un ajustement du modèle économique avec toute une politique d'ouverture, de libéralisation. Et donc, au sein du régime, cette mouvance menée par Saif al-Islam prend de l'ampleur, a beaucoup d'échos positifs à l'extérieur. On voit par exemple des réactions très positives de la part des Britanniques, des Américains, des Européens de manière générale, qui bien évidemment ont à l'esprit le potentiel en termes d'investissement et d'intérêt économique qui est porté par ce nouveau modèle. Et donc, il y a un intérêt majeur de la part des Occidentaux. Et donc, on se retrouve au sein du régime à la fin des années 2000 avec des luttes internes qui sont très fortes et qui, évidemment, affaiblissent la cohésion du pouvoir. Et ces tensions internes sont quelque chose qui vont également peser lourdement lors du déclenchement de la révolte en 2011. Mais je dirais qui déjà, en quelque sorte, portent les germes de la révolte. Et donc, quand la tension éclate en février 2011, bien sûr, elle éclate, là encore une fois, dans un contexte qui est un contexte régional. La Libye n'est pas la première à partir, à entrer dans la révolution. La contestation commence en Tunisie, très rapidement provoque la chute et le départ de Ben Ali. En Égypte également, les choses sont rapides. C'est en février qu'à son tour, la Libye entre dans la contestation et le régime se trouve rapidement en difficulté. Le mouvement prend rapidement de l'ampleur. Comme je disais, il part de l'Est, mais il se déplace à l'échelle du pays et se transforme rapidement avec une insurrection qui est souvent très localisée, à partir de plusieurs villes qui deviennent des foyers d'insurrection, et un mouvement qui se transforme rapidement en insurrection armée parce que le régime y répond par la répression. Donc c'est le cas très rapidement à Benghazi. La répression violente du régime provoque une insurrection armée. Le régime, qui est déjà affaibli par les divisions internes, et aussi face à cette insurrection qui a une dimension très locale, mais donc très éparpillée à travers le pays. Personnellement, je pense que oui, le régime répond par la répression, mais du fait de la nature très particulière du régime, je ne pense pas que le régime pouvait se permettre un bain de sang total et une répression aussi violente que celle que les Occidentaux prévoient à l'époque. Malgré ça, face à cette répression, il y a une réaction très rapide de la communauté internationale. La France en particulier est un des premiers pays à soutenir l'opposition, vous vous souvenez à l'époque du président Nicolas Sarkozy, et qui appelle à une action militaire très rapide. Et de fait, la réaction occidentale est extrêmement rapide. Là encore, si on compare à ce qui se passe dans d'autres pays de la région, dès le mois de mars, donc à peine moins d'un mois après que l'insurrection ait commencé à Benghazi, on a des frappes aériennes qui sont lancées sous l'égide de l'OTAN avec le soutien des États-Unis. Plusieurs pays du Golfe se mettent également à soutenir l'opposition armée en fournissant des armes, du financement, du renseignement. Et cette intervention change radicalement l'équilibre militaire, en fait. Contrairement à ce qui se passe dans les autres pays de la région, la communauté internationale intervient. Et elle intervient militairement. Elle intervient non pas pour essayer de trouver une solution de compromis entre le régime et les opposants, mais elle intervient pour soutenir les opposants et provoquer la chute du régime. Et très rapidement, on se rend compte que l'intervention occidentale va bien au-delà de simplement du mandat de protéger les civils et de fait intervient pour soutenir l'opposition armée à Kadhafi.
En octobre 2011, après des mois de conflit, le régime s'effondre. Les derniers bastions qui tenaient en fait et qui soutenaient Kadhafi, en particulier les villes de Beni Walid et de Sirte, qui étaient tenues par des milices tribales loyales à Kadhafi, tombent. Et on se souvient que Kadhafi lui-même est capturé par les rebelles, tué de manière extrêmement violente par les rebelles dans sa ville natale de Sirte. Et à partir de ce moment-là, on entre dans une nouvelle phase qui est une phase de transition. Ce qu'il est important de souligner, c'est que la chute du régime, par la manière dont elle s'effectue et par la violence avec laquelle Kadhafi est éliminé, crée des divisions et des séquelles très fortes en termes de possibilité ensuite d'arriver à une réconciliation nationale. Donc on a une société qui est très fondamentalement et très profondément divisée à cause de la manière dont Kadhafi a gouverné pendant 40 ans, mais divisée également à cause de la manière dont le conflit s'est déroulé en 2011 et dont diverses parties de la population se sont trouvées en confrontation directe. Merci d'avoir écouté 101 visages. Un podcast sur une idée originale de Rachel Degati et Reza, réalisé par Emma Sednaoui. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Maud, Reza, ainsi que de l'intervention de Virginie Colombier. La musique est signée Sinon Botawe. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver son tirage sur le site web studioreza.com et on se retrouve tous les 10 du mois pour un nouvel épisode.